Bonjour, mon nom c'est Marlène Tellusma-Rémy, je suis professeure et puis écrivaine, animatrice, compositrice, interprète, chanteuse. Je suis très contente de participer à cette émission cet après-midi, Le Griot en moi. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, bienvenue à Le Griot en moi. Et comme vous avez pu le voir, vous êtes accueillis aujourd'hui vous avez été accueillis par notre invité du jour, qui est Marlène Tellusma. Patrick Auguste. Marlène Tellusma, comment allez-vous? Mais ça va très bien, Patrick, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Alors, dites-moi, donnez-moi une idée du temps qu'il fait à Toronto, là où vous vivez actuellement. À Toronto aujourd'hui, on a un temps assez maussade. Il a plu ce matin, puis c'est un peu gris aussi à l'extérieur. C'est pas trop chaud non plus, comme on est au printemps. Bon, Oui, c'est un absolument. peu grisade, comme on dit en bon québécois, c'est frisquet. Alors, c'est le Canada au printemps. Absolument, oui. Ça. Alors, Marlène, dites-nous, depuis quand vous êtes arrivée ici au Canada? Bon, je suis arrivée ici au Canada, disons définitivement, parce que j'avais déjà l'habitude de voyager, de venir au Canada des fois 2, 3 fois pendant l'année pour passer des vacances et pour participer à des conférences, à des activités socioculturelles ou à des formations. Mais ça fait déjà un peu plus de 20 ans. Ça fait au moins 25, 26 ans que je suis définitivement au Canada, que je réside et au Canada avant à Montréal, puis après à Toronto. Pratiquement un quart de siècle, hein? Un Oui, quart de c'est siècle. quand même, commence à faire du milliage ici au Canada. Alors, quelles ont été, bon, ça remonte à longtemps, ça remonte quand même à 25 ans, là, et quelles ont été vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé au Canada, à l'époque? Et si je peux parler de mes impressions lorsque je suis arrivée au Canada, donc je serais obligée de faire un voyage imaginaire. Donc, c'est-à-dire d'aller chercher la première fois où je suis arrivée au Canada, pas pour y rester, pas pour y demeurer, mais ma première visite au Canada. Donc, ça date vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Mais depuis ma première visite au Canada, et comme visiteur, comme touriste, si je peux l'appeler ainsi, donc j'avais déjà une très bonne impression du Canada, puis parce que ce n'était pas le premier pays où j'ai été, puis c'était mon pays de prédilection, c'était mon pays préféré, comparablement aux États-Unis, en France, ouais. Donc, alors, j'avais une très bonne impression du Canada comme un pays que j'aurais aimé, où j'aurais aimé résider si jamais un jour j'avais décidé de quitter mon pays natal pour résider dans un pays étranger. Eh ben, c'est parfait, c'est parfait. Alors, mais je suppose que vous avez quand même rencontré des défis, hein? C'est que quand on change de pays comme ça, allons voir vraiment en tant qu'immigrante, hein, quand vous êtes arrivé, parce que les premiers voyages, bon, pour visiter, ça peut être une différente dynamique. Quand vous êtes venu pour vous installer, hein, quels ont été ces principaux défis que vous avez rencontrés, hein, et comment vous les avez surmontés? Bon, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un immigrant ou une immigrante qui n'ait pas rencontré des filles dans un pays étranger, dans un pays d'accueil. Bon, je suis arrivée d'abord à Montréal. Donc, alors, comme j'avais déjà l'habitude d'aller à Montréal, donc de passer des semaines ou des mois de vacances. Donc, alors, j'avais déjà quand même une communauté d'accueil. Je connaissais déjà du monde, tant dans la communauté haïtienne que dans la communauté
la communauté traditionnelle, si vous voulez. Mais mon plus grand défi, c'était de pouvoir... c'était le froid, d'abord. C'était le froid. Et c'est vrai, je connaissais un peu le froid canadien. Et quand je venais comme visiteur, mais je n'avais pas l'habitude de demeurer, de rester dans le froid et dans ce froid si dur pendant longtemps. Donc là, c'était mon premier défi de m'adapter avec le climat. Et puis, mon deuxième défi, c'était de me retrouver dans un tremplin euh, dans un tremplin de défense des droits de la femme. Voilà. Donc, alors, comme je ne connaissais pas encore les organismes qui offraient des services aux femmes, et en Haïti, j'ai toujours milité, si vous voulez, comme, comme féministe, une féministe, pas une féministe dure, mais une féministe modérée. Donc, alors, j'avais vraiment l'envie, la soif de me retrouver dans ce bain-là. Donc, et avant de retrouver un organisme, effectivement, qui m'a ouvert ses portes et qui m'a fait une place de choix. Donc, alors, c'était ça un deuxième défi que j'avais. Mais à part ça, ce n'était pas trop difficile pour moi de m'intégrer. Le fait d'avoir déjà été au Canada et au Québec, en général, notamment à Montréal, plusieurs fois, et le fait d'avoir eu déjà un réseau social et même un réseau familial, si on considère la nomenclature familiale et haïtienne, donc même si la personne n'est pas ton frère ou ta sœur, pourvu que ce soit un cousin ou une cousine, une tante ou une nièce ou une personne proche de la famille, donc alors on la considère comme famille. Donc alors c'est pour ça que j'ai considéré, que je m'étais considérée d'avoir déjà eu un réseau social et un réseau familial. Donc j'avais pas de trop grands défis. Très bien. Oh, ben c'est bon. Tu as été chanceux sur ce plan-là par rapport à plusieurs. Ouais. Et est-ce que tu es arrivé dans quelle ville à cette année, quand tu es venu t'installer vraiment? Je Et il suis y a arrivée 25 ans. C'était pardon. Montréal, hein? Oui, c'était C'est ça? Montréal. C'était Je suis Montréal. arrivée à Montréal parce que et mon mari y était avant moi. Et bien que nous venions et souvent ensemble passer les vacances, mais pour s'installer ou pour y rester, pour y demeurer, mon mari était venu avant moi parce que mes enfants allaient à l'école aux États-Unis. Donc alors, j'étais obligée de voyager souvent aux États-Unis pour être à leur chevet avec ma mère. Mais mon mari, lui, il était venu au Canada, il s'est installé au Canada avant moi parce qu'il a été un persécuté politique en Haïti. Donc, alors, à la suite d'une grande persécution, donc il a dû quitter le pays pour venir s'installer au Canada à titre de demande d'asile. Et ensuite, je me suis jointe à lui avec mes enfants. Voilà. D'accord. Donc, depuis ce temps-là, bon, tu as vécu à Montréal, je crois, bon, je ne sais pas si tu as vécu un certain temps à Ottawa, puis à Toronto, tu es maintenant. Et quels sont quelques changements que tu as constatés au Canada par rapport à cette période quand tu venais d'arriver? Quels sont les changements? Nous sommes rendus maintenant en 2020. Quels sont les changements, quelques changements que tu as constatés? Je n'ai pas vécu à Ottawa, mais j'allais une fois de temps en temps à Ottawa. J'ai vécu à Montréal et ensuite déménagé à Toronto. Alors, ben, les changements peut-être que je peux constater, c'est au niveau de l'immigration. C'est au niveau de l'immigration. À l'époque où mon mari et moi, donc, nous avions décidé de nous installer au Canada. Donc, disons, l'intégration, l'acceptation même d'un immigrant était plus facile. Donc, on avait plus la facilité, l'opportunité de s'installer plus vite et
et de recevoir, et, si vous voulez, un statut légal. C'était plus facile, c'était plus rapide. Donc, alors, moi, je constate ce grand changement. Donc, c'est au niveau de l'immigration, donc, au niveau de la durée du traitement des dossiers, au niveau aussi de l'accueil des immigrants, notamment les immigrants haïtiens, parce qu'à un moment donné, et les immigrants haïtiens avaient une très grande valeur au Canada, mais ça fait déjà un bon bout de temps que je constate que nous sommes devenus des immigrants ou des demandeurs d'asile peut-être de deuxième et même de troisième plan. Et donc, alors, c'est le changement, c'est l'un des changements les plus majeurs que je peux mentionner depuis mon installation ou notre installation, c'est-à-dire ma famille et moi au Canada, ça fait un peu plus de 25 ans. Mhm. Eh ben, très bien. Donc, actuellement, Marlène Télusma-Rémy, bon, tu es professeur, hein, tu es professeur au Collège Boréal. Hein, tu enseignes professeur dans le cadre du programme technique de travail social, donc au campus de Toronto. Est-ce que peux nous parler un peu de ton travail? Alors, comme tu viens de le dire tout à l'heure, donc je suis effectivement professeur au Collège Boréal, ça fait un peu plus de 16 ans. Donc, je suis et de Montréal étant, donc je poursuivais des études à l'Université de Montréal et à un moment donné de la durée, donc pour une raison ou une autre, et je j'ai dû changer de province et de ville. Donc, alors, je suis venue à Toronto pour encore poursuivre des études dans un autre domaine que le domaine que j'avais choisi de poursuivre à Montréal. Donc, alors, après, quand j'ai complété, disons, mes cycles d'études à l'Université York, Collège Glendon aussi, bon, voilà, le Collège Boréal m'avait recruté comme professeur et contractuel à temps partiel pendant plusieurs années, où j'ai enseigné dans différents domaines. J'enseignais les sciences sociales dans presque tous les domaines d'études. Et quelques années après, probablement 6 ans après, donc j'ai été recrutée comme professeur à temps plein et professeur ressources du programme de travail social au campus de Toronto. Donc, alors, j'ai enseigné au Collège Boréal seulement au campus de Toronto. Donc, bien que j'ai l'habitude de visiter les autres campus tels que le campus principal qui se trouve à Sudbury. Donc, mais j'enseigne au Collège Boréal depuis un peu plus de 16 ans, mais toujours au campus de Toronto. Et c'est un travail que j'aime. J'aime beaucoup ce que je fais. C'est un collège que j'aime aussi parce que c'est un collège de langue française. De toute façon, donc ça me permet non seulement de travailler en français, mais de vivre en français. Et oui, ça marche bien, ça marche très bien. Donc, nous avons une très belle équipe d'ailleurs. Et au collège en général, et notamment à Toronto, nous avons une très, très belle équipe. Et c'est surtout un campus où l'on va retrouver beaucoup c'est très paritaire. C'est vraiment un campus qui représente la réalité ethnoculturelle de l'Ontario, notamment de Toronto. Donc, et au campus de Toronto, on rencontre de presque toutes les couleurs, de presque toutes les ethnies. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose vraiment qui fait ma satisfaction. Et ben, jusqu'à présent, je suis encore professeur et ressources du programme de technique de travail social et un programme qui prépare des étudiants et pour décrocher un diplôme un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, un DEC, un diplôme d'études collégiales de l'Ontario, dans le domaine du travail social, dans le domaine du service social, et à la suite de leur graduation, si tu me permets cet anglicisme. Donc, alors ils choisissent de poursuivre des études
à une des universités canadiennes, soit toujours en Ontario ou au Québec, pour compléter un baccalauréat en travail social pour devenir travailleur social ou travailleuse sociale. Donc. Et c'est ça, c'est ça que je fais au Collège Montréal, donc très impliqué dans toutes les sphères du collège. Absolument. Bon, là, tu enseignes quand même depuis 16 ans environ. Et donc, est-ce que tu peux juste dire une ou deux choses qui ont changé en ce qui a trait à ton environnement de travail, quelque chose qui touche à ton travail qui a changé depuis quand tu avais commencé là? Ce qui a changé, c'est que le campus a grandi. Donc, si je peux parler du campus de Toronto, parce que c'est là où je travaille. Donc, le campus a grandi. Donc, au début du campus de Toronto, donc, il n'y avait pas beaucoup de programmes. Il n'y avait pas non plus beaucoup d'étudiants. Donc, et le campus a beaucoup grandi. Donc, présentement, on a un peu plus de 19, entre 19 et entre 19 à 20 programmes. Quand je parle de programmes, je parle de programmes sur le plan académique et aussi sur le plan d'éducation continue aussi, et même sur le plan d'intégration des professionnels formés à l'étranger. Donc, c'est déjà un gros changement, et puis c'est aussi un changement pour le meilleur, hein, un changement positif, un changement pour le meilleur. Et aussi, d'autres changements, c'est que nous avions, au début, nous étions logés avec un autre collège de langue anglaise, et à un de ses campus à Toronto, c'est le collège Centennial ou Centennial College. Et donc, on a déménagé. Présentement, nous sommes au centre-ville, au plein cœur du centre-ville, et sur la rue Yonge et Queensquay. Donc, c'est un autre changement. Et le plus gros changement qui a déjà commencé et qui s'en vient bientôt, donc c'est la construction de notre propre campus, de notre nouveau campus à Toronto. Disons, cette construction, ce travail de construction a déjà débuté, a déjà commencé. Donc, c'est prévu pour quelques années encore, probablement dans 2 ans. Donc, nous serons installés dans un très beau campus à Toronto. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Et je sais que cette expérience là-bas a dû être enrichissante pour toi à plusieurs égards. Mais est-ce qu'on pourrait tu pourrais tirer quelle serait la chose la plus importante que tu as appris à travers cette expérience? À travers mon expérience de professeur en collège? Oui, oui. Probablement l'une des meilleures expériences que j'ai tirées, ou l'une des meilleures leçons que j'ai apprises, c'est une question de changement de carrière, parce que je n'avais jamais rêvé enseigner de toute façon. J'avais toujours rêvé faire autre chose, mais pas enseigner. Donc, ce n'était pas du tout dans mon plan. Et mon plan de carrière ou mon plan professionnel depuis toujours, c'était de devenir, disons, une psychothérapeute dans mon bureau de consultation, et puis arriver à Toronto, parce que c'était ça. Je travaillais pour ça à Montréal, de toute façon. J'avais le plan, j'avais planifié ça, de poursuivre des études à Montréal, à l'Université de Montréal, pour devenir cette psychothérapeute ou psychologue de carrière, ou psychologue de profession, pour avoir mon cabinet. Mais arrivé à Toronto, puis c'est comme de manière automatique, j'ai changé la carrière, ma carrière a changé, puis je suis devenue professeure. Et pour moi, c'est une leçon très positive d'ailleurs, parce que
en devenant professeur au Collège Boréal, petit à petit comme professeur à temps partiel, jusqu'à devenir professeur à temps plein et professeur ressources. Donc, ça m'a appris à aimer cette carrière, à aimer cette profession. Et surtout, j'aime beaucoup le contact humain, j'aime beaucoup les relations humaines. Donc, et je trouve que ça me permet davantage de cultiver et c'est ce côté de relations humaines ou de contact humain beaucoup plus que si j'étais psychologue professionnelle ou clinicienne et assise dans un cabinet pour recevoir des individus les uns après les autres. Donc, alors, je suis toujours en contact avec mes étudiants, avec un groupe d'étudiants. Donc, alors, c'est vraiment une leçon positive que j'ai tirée, une expérience très, très, très positive. Très bien. Et Marlène Tellusma-Rémy, qu'est-ce qui vous motive en général? Qu'est-ce qui vous inspire? Oh là là, ça c'est une question très difficile. Parce que j'ai tellement de choses qui m'inspirent, qui me motivent. J'ai toujours été motivée par la politique. Donc, la politique m'inspire beaucoup. La politique me motive. La politique m'inspire à telle enseigne que j'avais en 2015. Donc, j'ai essayé de devenir candidate à la nomination pour le Parti libéral. Donc, alors que je suis très motivée, très motivée, très inspirée par la politique. Mais ce qui me motive le plus vraiment, ce sont des études. J'aime beaucoup étudier, j'aime la recherche. Et donc, voilà, je suis très motivée, très inspirée par la littérature, notamment la recherche est comparative. Donc, voilà. Et mes recherches sont toujours basées sur la situation de la femme dans le monde, et notamment la situation de la femme dans mon pays natal, et même la situation où la position de la femme, la considération de la femme à travers la Bible. Donc, alors, je suis très inspirée et très motivée par ce sujet, si vous voulez, ou par ce champ ou ce domaine de recherche. Et la religion aussi me motive beaucoup. Donc, je suis quand même une femme chrétienne. Et disons, je fais partie de la religion évangélique chrétienne. Donc, alors, la religion aussi m'inspire beaucoup. Donc, la spiritualité ou le spirituel. Donc, m'inspire beaucoup et me motive beaucoup. Donc, toutes mes recherches sont basées surtout sur la situation de la femme ou le rapport entre la religion, l'homme et son comportement. Et ouais, très bien. Alors, en parlant de quand même votre pays d'origine, vous êtes d'origine haïtienne, et je pense que vous avez, justement en parlant de la femme, vous avez publié un ouvrage qui est assez récent, je crois, enfin, votre ouvrage le plus récent, qui s'intitule Contribution de la femme haïtienne à la construction et à la survie de son pays, bilan qualitatif et quantitatif. Bon, en tout cas, pouvez-vous nous dire un petit peu, nous donner une idée de ce que vous avez trouvé à travers cette recherche sur la femme d'Haïti? Oui. Oui, le livre n'est pas récent, mais c'est le plus récent que j'ai publié. Donc, cette dernière publication a eu lieu en 2008 en France chez l'Harmattan. C'est vraiment une recherche longitudinale, c'est un long mot. J'étais toujours motivée, comme la question que tu viens de me poser tout à l'heure, j'étais toujours motivée, inspirée par la situation de la femme en Haïti. Et cette inspiration et cette motivation venaient surtout de ma mère. Donc, quand j'ai grandi, donc j'ai été élevée et par ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, donc vraiment dans une famille élargie, donc dans la cour, hein, comme tu le sais chez nous. Donc, alors, et j'étais toujours très curieuse et à la fois curieuse
curieuse et surprise de voir que mon père, et pas mon père, mais pardon, mais mon grand-père n'avait qu'un fils. Donc, c'est la seule personne qui était lettrée dans la famille, qui savait lire. Donc, son fils a été à l'école, donc il était lettré, il savait lire, tandis que les filles étaient à donner au commerce ou à la couture avec leur mère. Et puis, ça m'avait beaucoup attiré l'attention. Quand j'ai grandi, bon, et ma mère, de toute façon, m'avait envoyée à l'école. Donc, et elle avait voulu que je fasse de grandes études. Mais j'étais toujours, toute jeune, je me posais la question, je me posais toujours la question, même pourquoi est-ce que c'est mon oncle qui savait lire, c'est mon oncle qui était lettré dans la famille, alors qu'il était le seul homme, c'est-à-dire le seul fils de la famille, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de filles dans cette famille-là. Donc, alors, à partir de ce moment, donc j'ai commencé peut-être inconsciemment à faire ma recherche parce que j'étais très jeune. Mais quand j'ai été, parce que je suis des Cayes, donc alors quand j'étais à Port-au-Prince pour poursuivre des études avancées, donc je travaillais aussi à un organisme qui m'avait facilité ce privilège. J'avais un contact privilégié avec des femmes, des femmes de toutes les couches sociales d'Haïti. Donc, alors, à ce moment-là, donc j'ai ouvert un cahier de bord pour explorer la situation de la femme haïtienne. Puis, bon, à partir de ce moment, donc j'ai commencé quand j'étais étudiante à la faculté d'ethnologie. Donc, alors que j'ai commencé avec une vraie recherche. Donc, et puis, et voilà. Donc, mais ce qui m'avait encore beaucoup surprise, c'est que la femme haïtienne avait tellement contribué à l'indépendance haïtienne. La femme haïtienne avait tellement contribué à la construction de ce pays, à la construction même de ce pays, qu'on n'en parlait pas vraiment. Donc, c'est dans mes recherches que j'ai découvert qu'il y avait, à l'époque de la colonisation ou à l'époque du marronnage, il y avait des femmes qui jouaient un rôle de premier rang à l'armée indigène, alors ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne à l'école. Donc, on nous enseigne l'histoire d'Haïti, donc on parle des hommes surtout, mais on ne parle pas et beaucoup des femmes, de ce que les femmes apportaient. Donc, alors, c'est dans cette optique que j'avais décidé d'intituler cet ouvrage « La contribution de la femme haïtienne à la construction et à la survie de son pays, un bilan qualitatif et quantitatif ». Très bien. Donc, Marlène Tellusma-Remy, qu'est-ce que la vie vous a appris sur vous et sur les autres également? Une autre question très difficile. Hein? Ben, ce que la vie m'a appris sur moi-même, d'abord, c'est d'abord la persévérance, la résilience, la foi, la confiance en soi. Donc, d'abord la foi, parce que je l'ai déjà dit, je suis une femme chrétienne qui croit, qui a la foi, qui croit dans la providence, qui croit aussi dans la destinée divine. Et en même temps, cette destinée divine, et Dieu nous la laisse aussi entre nos mains. Donc, c'est à nous de la saisir. Cette destinée divine et de croire en nous-mêmes et d'être résilient et d'être persévérant. Donc, quand on veut, bon, comme dirait l'autre, si on veut, on peut, ou vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand on veut arriver à accomplir quelque chose, donc si on s'y met, et aussi si on persévère, on s'y met, on persévère et puis on croit qu'on l'atteindra. Donc, on arrivera vraiment à atteindre cet objectif ou ce but. Donc, ça m'a appris, c'est ce que ça m'a appris sur moi-même. Et sur les autres, bon, et ça m'a appris aussi
oui, à être et conciliante aussi, et parce que cela ne veut pas dire qu'on soit aimé de tout le monde ou qu'on soit approuvé de tout le monde, de tous. Donc, alors, peu importe les obstacles qu'on rencontre, donc il faut savoir et concilier, c'est-à-dire se concilier avec soi-même et se concilier avec les autres et concilier aussi et à tous les niveaux et aussi à pratiquer la tolérance. Voilà. S'il y a une chose que vous pourriez changer, hein, si vous faites un bilan, par exemple, et ce serait quoi? Un bilan de moi-même ou de... Oui, enfin, un bilan ou bien de ce que vous avez vous-même ou est-ce que vous les avez observés? S'il y a une chose que vous aimeriez changer. Il y en a peut-être plusieurs, mais pour nous, une d'entre elles. Ouais. Ben, s'il y a une chose que je voudrais changer, ce serait peut-être, et si je parle d'une manière générale, donc ce serait et peut-être euh, cette inégalité qui existe. Ben, je n'aime pas trop parler de l'inégalité, mais de préférence cette manque d'équité, si vous voulez, entre le traitement de l'homme ou le traitement du genre masculin par rapport au genre féminin ou le traitement de l'homme et par rapport au traitement de la femme dans la société en général, dans toutes les sociétés, même les sociétés les plus avancées, et notamment notre société d'origine qui est la société haïtienne. Donc, alors, s'il y a quelque chose que je pouvais changer, ça, j'aurais changé ça. Et en changeant cette situation cette situation du traitement à l'égard de la femme et par rapport à l'homme, je changerais aussi peut-être cette conception du féminisme et de ne pas de ne pas toujours penser que le féminisme, c'est une affaire de guerre de sexe ou de guerre de genre, mais cette conception, cette perception du féminisme qui est de préférence et ce vouloir, ce souhait, cette ambition pour tout le monde d'accorder à la femme une meilleure condition ou de meilleures conditions de vie. Très bien. Marlène, quel conseil vous donneriez à la prochaine génération? Ben, le conseil que je donnerais à la prochaine génération, je viens d'ailleurs de les citer de façon indirecte et à l'avant-dernière question probablement. C'est ce que le bilan, en répondant à la question par rapport au bilan que j'aurais fait de moi-même et des autres. Donc, alors, le conseil que je donnerais à la jeune génération, à cette génération, à la prochaine génération, c'est de développer et disons aux jeunes de la prochaine génération, c'est de développer en eux un sentiment d'appartenance, qu'ils sachent, pardon, qu'ils appartiennent à cette société, donc qu'ils appartiennent à cette planète, qu'ils appartiennent à cette société, qu'ils sachent aussi que l'on ne peut pas évoluer et tout accomplir seul. Donc, on a besoin, comme dirait La Fontaine, on a toujours besoin du plus petit que soi. Donc, alors, ils ont besoin de leur père, donc de leur père, P-A-I-R-S, mais ils ont aussi besoin de leurs parents, ils ont aussi besoin de la génération plus vieille que la leur. Donc, en d'autres termes, qu'ils croient ou qu'ils renforcent, qu'ils s'intègrent et qu'ils renforcent les relations intergénérationnelles. Très bien. Marlène Delusma, Rémi, que signifie pour vous le griot en moi? Oh, ben, le grillon, moi, je pense que ça signifie pour moi cette nature nègre
ou négresse, pardon, cette nature négresse ou cette ascendance africaine en moi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, hein, Marlène Télusma-Rémy. Donc, vraiment, c'était très agréable de passer ce moment avec vous. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.